Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. Quel couple ne s'est jamais disputé à propos de la répartition de la charge mentale ? Si cela peut être un sujet normal et même attendu de conflit dans un couple, il est devenu pour Marie et son compagnon un sujet quotidien qui n'est plus acceptable. Si Marie a longtemps accepté de prendre à sa charge les tâches et l'organisation du quotidien, elle se sent aujourd'hui prise au piège. Elle aimerait par exemple avoir davantage de temps à consacrer à sa reconversion professionnelle, mais elle ne parvient pas à déléguer à son compagnon, celui-ci étant accaparé par son entreprise créée il y a 2 ans et dont le lancement nécessite un investissement personnel important. À chaque fois qu'une résolution est prise, elle n'est pas suivie d'effet. Marie a alors l'impression d'être seule, incomprise et non respectée par celui qu'elle aime. Marie est fatiguée de cette situation. Nous allons donc l'aider à prendre du recul sur ce qu'ils vivent et réfléchir avec elle sur ce qu'ils peuvent envisager pour remettre du soleil dans leur quotidien. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Sazik. Marie-Lise, vous ne la voyez pas, mais elle est déjà en train de prendre des notes sur tout ce qu'elle va pouvoir partager avec Marie, qui est notre invitée d'aujourd'hui, et évidemment avec vous tous, parce que vous le savez, notre objectif, c'est à la fois de parler avec l'auditeur qui nous appelle et qui a besoin qu'on lui apporte un éclairage nouveau sur ce qu'elle vit, sur ce qu'il vit, mais aussi de vous pouvoir parler à vous tous qui nous écoutez et dans tout ce qu'on va pouvoir dire, ce sur quoi on va pouvoir échanger, vous puissiez puiser des idées, des conseils pour votre propre vie de couple. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est Marie que l'on accueille aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue au micro d'Au cœur du couple. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci, merci de m'accueillir sur ce podcast. Alors, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Marie, j'ai 30 ans. J'habite dans la région lyonnaise avec mon compagnon que je connais depuis, on va fêter nos 12 ans de rencontre très prochainement, et avec qui j'ai eu 2 enfants, une petite qui a 1 an et demi et une plus grande qui a 4 ans. Là, en ce moment, je suis en projet de reconversion professionnelle et mon compagnon a créé son entreprise il y a à peu près 2 ans. Alors, si je calcule bien, tu as 30 ans, vous êtes ensemble depuis 12 ans, donc vous êtes connus à 18 ans. 19 ans, ouais, c'est ça. Ouais, on s'est connus assez tôt. Voilà, on a vécu à peu près, moi, toutes mes années d'études avec lui à Paris. Et puis, on s'est installés pour avoir nos enfants à Lyon, qui était une ville qu'on trouvait plus propice à la vie de famille. Alors, 12 ans de vie commune, on imagine qu'il y a eu des étapes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques-unes, ce qui a marqué votre vie de couple jusqu'à aujourd'hui ? Oui, alors je dirais quand on s'est rencontrés, c'était, j'ai eu une sorte de coup de foudre amical. Donc, je l'ai rencontré, il était avec un de ses amis. Et je me suis dit que ça avait l'air d'être une personne assez incroyable. Et j'ai eu tout de suite une sorte de feeling d'amitié, je dirais. Enfin, quelque chose où je me sentais vraiment en confiance. Notre relation de couple, on va dire que je me suis pas sentie en couple tout de suite. Peut-être parce qu'à l'époque, je cherchais... j'avais d'autres représentations de l'amour et de ce que pouvait être le couple. Voilà, j'étais un peu dans les schémas du couple traditionnel, j'imagine, quand on peut avoir 18 ou 19 ans, de rapports pas forcément très égalitaires dans le couple. Et je le trouvais presque trop gentil, pour être honnête. Je me disais, c'est l'homme de ma vie, mais peut-être que ça arrive trop tôt. J'avais besoin d'avoir d'autres expériences avant de m'installer à vie avec lui.
Et puis, c'est dans un voyage qu'on a fait tous les deux. Je ne sais pas exactement combien de temps après, si c'était 6 mois ou 1 an, que vraiment, je me suis dit non, mais il est super et c'est quand même dommage de rien construire alors qu'il est top. Et donc, c'est comme ça finalement qu'on s'est vraiment construit comme couple. Lui, de son côté, ça a été plus immédiat. Je pense qu'il a un peu souffert au début de notre relation de cette attente de ma part, du fait que je voulais pas forcément m'engager tout de suite. Je dirais que c'est un amour. Je vois des fois sur le podcast, on parle d'amour passionnel. Moi, c'est vraiment pas trop ça que j'ai connu avec lui. Ça a tout de suite été ce que je qualifierais d'un amour sage. Alors, je sais pas si c'est vraiment un terme et si d'autres couples connaissent ça, mais quelque chose qui a été tout de suite C'est joliment dit, en tout cas, un amour sage, je trouve. en tout cas, sans période fusionnelle de passion. On avait chacun un peu notre monde, on était contents d'être ensemble. Et je dirais que c'est vraiment un amour qui s'est construit comme ça au fur et à mesure du temps, qui se consolide. Et voilà, du coup, on n'a pas connu l'étape qu'on dit l'étape des 3 ans. Pareil, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, mais ça a toujours été assez linéaire et sans trop de remous finalement. Voilà, je dirais. Puis forcément, les enfants, c'est une sacrée étape. Ça consolide des liens, ça en fragilise d'autres. Et je dirais, dans nos étapes de couple, il y a aussi le fait qu'il ait monté son entreprise, qu'il accapare beaucoup. Ça induit des grandes difficultés. Et maintenant, avec mon projet de reconversion professionnelle qui s'ajoute, tout ça fait que il y a des périodes, il y a toujours des périodes de doute et d'amour, ça va, ça vient, mais c'est vrai que le couple là, il passe un peu en dessous de toute la pile des choses à faire et du temps dont on dispose et on n'arrive pas à faire rentrer tous ces ronds dans les carrés, quoi. Merci Marie. Est-ce que tu pourrais nous dire la question que tu voudrais qu'on aborde aujourd'hui ensemble, cette problématique que vous rencontrez et sur laquelle tu aimerais qu'on échange? Oui, alors pour le coup, c'est une problématique qu'on a rencontrée à peu près depuis les débuts du couple, avec plus ou moins de force. C'est vraiment des questions de chiffon et de ménage, parce que dès le départ, je trouve qu'on n'avait pas une répartition très égalitaire des tâches. Je pense que ça me dérangeait moins au début, parce que c'est quelqu'un de très minimaliste, qui prend pas beaucoup de place, on va dire. Il a plutôt habité assez vite chez moi, et puis on n'avait pas d'enfants, donc c'était assez facile à gérer, mais je me rappelle qu'on avait quand même des discussions sur ça. Moi, j'avais beaucoup lu avant d'avoir des enfants que le fait d'avoir des enfants, ça pouvait vraiment consolider ces difficultés de répartition dans le couple quand elles n'étaient pas clarifiées avant. Donc, je me souviens avoir eu une immense discussion avant la naissance de ma première fille pour m'engager. J'avais vraiment besoin de sentir que, voilà, qu'on allait être deux à vraiment prendre en part l'ensemble des tâches quand je parle de tâches, c'est pas uniquement des choses à faire, mais c'est aussi toutes les choses à penser. Parce qu'avec les enfants, forcément, ça augmente, en fait. Et on a trouvé un terrain d'entente. Avec ma première fille, ça a été à peu près, parce qu'il a perdu malheureusement son travail à ce moment-là. C'était la période Covid, ce qui fait qu'il a été très présent à la maison. On a réussi, on discute de ça depuis des années, on a essayé plein de choses. Et je dirais que ça a un peu explosé en vol avec la création de son entreprise, où pour le coup, je pense qu'il pensait pas que ça prendrait autant de temps, donc il n'a pas demandé mon consentement d'une certaine façon à prendre en charge l'intégralité de la maison. Mais concrètement, pendant 1 an, quand ma première avait 2 ans et que j'étais enceinte de ma deuxième, moi je me suis vraiment vécue comme une maman solo, où je gérais absolument tout à la maison, je pensais à tout, du matin jusqu'au soir, vacances comprises, week-end compris. J'étais extrêmement fatiguée, à la limite d'un burn-out, ça a été vraiment compliqué pour moi. Et depuis, je trouve que les conversations sont extrêmement difficiles sur le sujet. On passe par 10 disputes, des moments calmes, des moments méthodiques, des moments où je lui demande des solutions pour que lui aussi il puisse proposer ses solutions à lui qui lui conviendraient. On arrive souvent au bout d'un certain temps à un terrain d'entente. Ça fonctionne pendant, entre 1 semaine, au mieux 2 mois. Je crois qu'une fois, on a réussi à tenir 3 mois avec quelque chose qui était à peu près convenable. Et puis à nouveau... ça ne se suit pas de fait, en fait, c'est pas durable. Et le fait que ça fait quand même 12 ans que je suis avec lui et que je traverse ça de façon récurrente, moi je ressens une forme de désespérance par rapport à ça. Le sentiment qu'on n'en verra jamais le bout. Et puis c'est des discussions qui sont pas des discussions de fond, c'est hyper frustrant, je trouve, de devoir se disputer sur des questions de ménage, de rangement. C'est usant, en fait, et ça use notre couple à tel point que ça voile tout l'amour qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Je pense que ça ternit vraiment notre relation. Voilà, moi je me demande, est-ce que je dois me résigner à cela et soit tout faire dans la maison mais m'épuiser, ou alors
me résigner, essayer d'accepter le bazar. J'ai essayé aussi de faire ça, mais en fait, je suis malheureuse. Là, aujourd'hui, j'ai dû travailler en dehors de chez moi, sur un banc dehors, tellement je supporte plus d'être chez moi, quoi. Ou alors, est-ce que il vaudrait mieux, parfois, je me dis même, être seule et ne plus sentir cette frustration qui me ronge. Donc voilà, c'est un peu les questions que je me pose. Et là, je pense que ça a pris de l'ampleur avec ces 3 situations dont je vous parlais, le fait qu'on a des enfants en bas âge, donc forcément, ça met beaucoup de bazar, il faut beaucoup penser à des choses, que lui est extrêmement pris par son travail et il est sincèrement pris, enfin, il peut pas faire autre chose et je le comprends tout à fait, j'ai beaucoup de compassion pour sa situation et que moi, de mon côté aussi, j'avance professionnellement et que je suis pas prête à sacrifier non plus tout cela. Voilà. Moi, ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est la douceur avec laquelle tu le dis. On sent pas tu vois, en tout cas là, de colère et d'animosité envers lui. On sent qu'il y a de l'amour dans la façon dont tu en parles. Donc ça, je trouve que c'est très beau. Je pense moi, j'ai noté 2 problématiques dans ce que tu nous dis. À la fois, cette répartition de la charge mentale dans le quotidien qui ne semble pas du tout équilibrée et dont tu souffres, hein, tu l'as dit, j'ai pendant longtemps l'impression d'être maman solo. Donc c'est quelque chose que tu comprends parce que tu sens bien que la situation aujourd'hui, notamment avec la création de son entreprise et votre deuxième petite qui a 1 an et demi, voilà, que les facteurs ne sont pas propices à ce que y ait une charge mentale équilibrée, mais tu en souffres. Et puis j'ai noté un deuxième point, et je pense que ça va un peu plus loin, c'est en fait son manque d'engagement dans ce qu'il dit. J'ai l'impression que vous avez des conversations tous les deux, que vous arrivez à en parler de ces difficultés, de ces conflits, comme tu dis, qui sont vraiment pour de quotidien, de ménage, de chiffon. Vous arrivez à en parler, à avoir des idées, à mettre des choses en place, en plus chacun de votre côté, parce que tu dis que lui aussi, tu l'amènes à réfléchir sur ce qui serait plus adapté. Mais qu'en fait, ça dure peut-être 1 mois, 2 mois, et que finalement, derrière, ça lâche, et vous revenez au point de départ. Et là, je trouve on sent vraiment ta lassitude. À la fois, je trouve que sur la répartition de la charge mentale, on sent ta compréhension, et tu disais, bon, après tout, je pourrais presque, mais ce qui serait pas bon d'ailleurs, mais que sur l'engagement, on sent que ça te touche plus profondément, et que tu as l'impression que il te dit oui, mais que finalement, les mots sont très peu suivi des faits. Est-ce que j'ai bien résumé? Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, c'est vraiment ce que je trouve le plus dur, en fait, c'est d'avoir des phases d'espoir et des phases où je vois que ça avance pas, c'est ces formes de montagnes russes émotionnelles. À l'issue de ça, je me sens pas écoutée, pas respectée. Enfin, moi, c'est le genre de croyance que j'ai, en tout cas, c'est ce que je me dis dans ces moments-là. Et c'est finalement ça que je trouve le plus dur, et c'est pour ça que mes techniques pour l'instant de défense, c'est presque de me dire, je suis forte, je peux tout faire toute seule. Ça, c'est un mécanisme de défense. Ou alors je fuis, ce qui est un autre mécanisme de défense. Et pour l'instant, j'ai du mal à trouver une solution qui soit plus appropriée à la situation. Ouais. On parle souvent avec Marie-Lise, et c'est une de nos clés d'amour durable, du faire équipe. J'imagine que ça, c'est une notion que vous ne partagez pas du tout, que vous ne vivez pas du tout au quotidien. Eh bien, pour les enfants, je dirais que oui, mais pour la maison, non. En tout cas, ça dépend des phases. Quand on est en phase, là, comme aujourd'hui, où c'est pas suivi d'effet, effectivement, je ne sens pas qu'on fait équipe. Il y a quand même certains moments dans notre relation où je le sens très fort, donc ça contribue aux montagnes émotionnelles. Il y a des hauts qui sont très très beaux et il y a des bas qui sont très très durs, quoi. Et est-ce que tu arrives à analyser pourquoi, quand vous prenez des décisions, quand vous mettez des choses en place pour améliorer ces difficultés que vous rencontrez, pourquoi est-ce qu'il y a un moment, assez rapidement, d'après ce que j'ai compris, où il lâche? Non, moi c'est ce que j'arrive pas trop à m'expliquer. En réalité, je sais qu'il a beaucoup de travail et que il y a une réalité de temps. Mais après, là, il y a un exemple très concret. Et ça part d'une super intention. Il veut refaire la tapisserie, par exemple, dans notre hall. Et il arrive à dégager du temps pour ça. Pour moi, en fait, c'est juste pas l'urgent parce qu'on n'arrive déjà pas à faire face aux nécessités du quotidien. Et donc, quand il va faire ça, il est en charge, par exemple, les lessives. Mais il va complètement laisser ça tomber. Il va plus du tout faire le ménage. Donc, je me dis qu'en fait, du temps, quand même, quand il veut, il en a. Donc, c'est ce qui rajoute un peu à ma frustration. Après, je pense qu'on n'a aussi pas du tout les mêmes référentiels de ménage. Donc moi, j'essaie de trouver un terrain qui est entre les deux. J'attends pas de lui qu'il soit maniaque comme moi. Moi, j'essaie de faire un pas vers le bazar, mais il y a des limites. Là, voilà, pour moi, c'est insoutenable, quoi. Tu nous as dit que c'était une situation que vous aviez connue dès le départ, presque, même si avant les enfants, c'était plus simple, mais tu avais quand même remarqué, pas cette non-implication, mais le fait qu'ils étaient moins impliqué, lui, dans une gestion du quotidien. Mais depuis quand est-ce que c'est vraiment devenu sujet de conflit et de tension entre vous?
Alors je crois que ça l'a vraiment été. Moi, j'ai une très très mauvaise mémoire, donc c'est terrible. J'efface tous les aspects négatifs de mon passé. C'est pas mal, mais je me souviens qu'on avait eu des discussions classiques sur les chaussettes qui traînent, par exemple. Ça, très vite dans notre relation, on a eu ça. Où moi, j'arrive juste pas à comprendre. En fait, il y a des choses. Je me dis, mais il y a des gestes. Ça ne prend pas plus de temps en réalité sur certaines choses de mettre, je dis un exemple hyper classique, mais de mettre le linge dans le panier à linge plutôt qu'à côté. En fait, je ne le conceptualise pas. Je vois pas si ça fait vraiment du bien à l'autre de le mettre dans le panier à linge. Pourquoi c'est si compliqué de le faire? Et vraiment, je crois que je suis dans une requête presque scientifique de. Parfois, j'ai vraiment envie de comprendre son cerveau, de me mettre dedans et de me dire, mais qu'est-ce qui est si compliqué? Parce que j'essaye, au début, je pense que j'avais des exigences très, très, très élevées, très sincèrement, au début de notre relation. Forcément, avec les enfants, ces exigences-là, je les ai vraiment revues à la baisse. Et j'ai l'impression que ce que je lui demande, c'est des choses qui sont accessibles, qui ne demandent pas plus de temps. Et donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas suivi de fait. Et quand tu lui en parles, il l'entend, il le comprend, il l'accepte, il l'accueille? Pas tout à fait, non. Ah, pas tout à fait. Après, ça dépend aussi. Quand je suis, souvent, ça vient quand même avec de la colère, donc il se braque, ce que je comprends aussi. Voilà, il me dit, c'est pas grave, ce sera en bazar. C'est pas grave si t'es pas heureuse dans le bazar. C'est moi qui ai un problème. J'ai du boulot, j'ai pas le temps. Ça va être ce genre de choses. Je veux pas en parler. Enfin, non, il fuit quand même beaucoup le problème. Donc, moi, il faut que j'use de beaucoup de stratégies et de temps et de patience pour expliquer, pour essayer de ramener le problème d'une façon plus construite. Ça peut prendre vraiment du temps. Souvent, c'est après des gros conflits qu'on arrive à faire ça. Parfois, il le comprend, mais ça prend un temps infini. Non, c'est assez insoluble. Est-ce qu'il le comprend de moins en moins? Est-ce qu'il est de moins en moins ouvert à cette discussion-là? Je dirais pas ça. C'est vraiment par étapes. Je crois qu'il l'a jamais vraiment été. Ça a toujours été des discussions qui l'énervent. Non, je crois que ça a toujours été le cas. Après, lui, de son côté, il trouve que je manque d'empathie par rapport à la situation qu'il vit lui aussi, par rapport à son travail, à toute la charge mentale qu'il a découvert avec son travail. Il y a eu une grosse différence de rythme pour votre quotidien depuis qu'il a monté sa boîte? Ah bah oui, clairement. Et au tout début, il est dans un travail en plus en horaire atypique. Donc, il commence très tôt le matin. Il commence à 4 heures du matin. Honnêtement, il a un rythme de folie. Moi, je sais même pas humainement comment il tient, parce qu'il fait 4 heures du matin, il rentre, il va chercher les enfants à l'école maintenant. Ça, c'est vraiment nouveau, c'est depuis cette année. Donc, il les récupère à 16h30. Et en fait, il est épuisé. Au début, il retournait au travail le soir. Il travaille tous les week-ends, parce que son entreprise fermait pas les week-ends, fermait pas les vacances. Il n'a pas de vacances. Donc, tout ça, c'est normalement les temps de vacances, c'est des temps où on peut recharger les batteries, où on peut se reposer. Lui, il se repose pas et moi non plus, parce que du coup, j'ai 2 enfants à bas âge à gérer toute seule. Les week-ends, c'est pareil. Enfin, je pense qu'on est épuisé aussi de cette situation. Ça va mieux depuis que son entreprise est fermée le dimanche. Il y a au moins un jour qu'on a en commun. Et ça, c'est quand même vraiment super bien. Mais oui, non, sincèrement, il vit un rythme de folie, en fait. Que vous n'aviez pas anticipé à ce point-là? C'est ça. Lui, il pensait pas que ça prendrait autant. Financièrement, il pensait que ce serait plus facile et qu'il n'aurait pas besoin d'ouvrir autant, qu'il pourrait avoir plus de salariés, alors qu'en réalité, il doit tout faire lui-même. Et donc, on n'a jamais eu cette conversation avant qu'il ouvre son entreprise. Moi, je crois que j'aurais aimé qu'il me dise ça. Ça va être compliqué. Est-ce que toi, tu acceptes de prendre plus en charge la maison? Je sais que c'est compliqué. Moi, dès que je peux, je vais faire en sorte de me réinvestir. Je crois que j'aurais aimé entendre ça. Alors que là, j'ai l'impression qu'il me l'a imposé d'une certaine façon. Et que maintenant, il y a des formes d'habitudes qui se prennent. Et moi, j'ai très peur que ces habitudes, une fois qu'elles sont rentrées, elles sont quand même confortables pour lui aussi. Et je crois que ma crainte derrière, c'est que ça se pérennise et qu'on ait un modèle, moi, que j'ai toujours... même avant d'être en couple, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais pas me mettre en couple. Vraiment, j'y tiens fort. Je trouve ça hyper injuste. Voilà, j'ai pas du tout envie d'être celle qui se sacrifie pour la carrière de son homme et qui met sa carrière de côté. Alors, je comprends qu'il y ait des personnes qui le fassent et qui soient heureuses dans ce modèle-là. Mais moi, je serais pas heureuse comme ça, quoi. Oui, c'est pas comme ça que t'imaginais ta vie de couple, c'est pas comme ça que tu imaginais ton rythme à 30 ans, c'est pas comme ça que tu projetais votre histoire tous les deux. Non, pas du tout, ouais. Et aujourd'hui, si t'es là, j'imagine que c'est que t'as quand même envie, évidemment que t'as envie que ça change, mais t'as envie de vous donner les moyens pour que ça puisse évoluer, que ça puisse changer. Ah bah oui.
Bravo pour ça déjà, parce que tu vois, il y a tous ceux qui vivent des situations comme ça, mais qui restent dedans, qui c'est difficile, mais qui n'essayent pas d'ouvrir des portes. Donc bravo pour tu vois ce chemin que tu as envie de faire. Je pense que Marie-Lise va pouvoir t'apporter, tu vois, des idées, vous apporter à tous les deux des idées, des pistes de réflexion, et vous aider à ouvrir des portes sur quelque chose qui sera pour vous beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Voilà, qui nécessite forcément certainement de faire des changements aussi, de prendre des décisions. Mais voilà, on va laisser la parole à Marie-Lise. Merci Marie pour ton retour et puis ton témoignage qui est très clair, en tout cas comme vous l'avez dit avec Swazik. Je vois 2 points, c'est cette question de l'engagement, des promesses qu'on peut faire l'un envers l'autre, et la question de la répartition de la charge mentale au sein du foyer et du couple. Pour le premier élément qui est l'engagement, je trouve ça important de le rappeler, même si vous l'avez fait, c'est que en fait faire des promesses, s'engager au sein du couple, et le fait qu'elles soient pas tenues, ça vient progressivement nuire à la relation et la ternir, je dirais. Parce qu'il y a la question de la confiance qui va être mise en jeu, et la question aussi de est-ce qu'on peut se sentir aimé ou non. Si l'autre ne tient pas ses engagements, ses promesses qu'il me fait, forcément je peux me sentir délaissée. Toi tu as dit que tu te sentais pas écoutée, pas respectée, et ça c'est des éléments importants effectivement. Et je crois que parfois, au lieu de parler sur à quoi on s'engage, ça peut être aussi intéressant de parler de qu'est-ce qui se passe pour nous si les engagements ne sont pas tenus. Qu'est-ce que ça me fait que tu ne tiennes pas ton engagement? Qu'est-ce que ça me fait de vivre ça de façon répétée? Donc de parler aussi du concept en fait, de l'engagement lui-même, je me dis que c'est important. Et ce qu'on oublie aussi parfois, c'est que ça peut aussi être douloureux pour l'autre qui fait des promesses, qui s'engage et qui n'arrive pas à les tenir. Ça joue aussi parce que ça se trouve, il a vraiment cette volonté, comme tu l'as dit, de les tenir, et il n'y arrive pas. Et ça crée aussi un cycle vicieux où ça baisse aussi son estime de lui-même. Il se dit, bah merde, en fait, je dis des choses, je suis même pas capable de les tenir, c'est vrai. Et en fait, elle a raison, même s'il va peut-être pas le dire ouvertement, mais c'est plus facile de dire à l'autre, tu m'en demandes trop, plutôt que d'oser dire, mais en fait, je comprends pas, je me sens vraiment nulle, j'arrive même pas à gérer et à tenir ce que je veux faire. Donc il y a aussi cet effet-là, au niveau de la personne qui ne tient pas ses promesses, c'est que ça peut venir baisser son estime de lui, sa croyance qu'il est capable d'accomplir les choses, et ça crée ce cycle vicieux où on en demande à l'autre, on le fait, on lui demande de faire plus, et en fait il se sent de plus en plus nul, et il arrive de moins en moins à faire, et il croit de moins en moins à lui. Donc je me dis que c'est vraiment important de parler ensemble de cette question de qu'est-ce qui se passe là autour de nos engagements, de nos promesses, sur le fait que ça ne tienne pas, qu'est-ce que ça vient jouer chez toi, qu'est-ce que ça vient jouer chez moi. Et après, réfléchir en tout cas à quel petit pas on peut faire pour avancer. Après, donc là, cet engagement, ça tourne beaucoup autour de la répartition de la charge mentale. Ce que tu as pu évoquer, je trouvais ça intéressant. Tu as commencé aussi à parler des exigences qui pouvaient être décalées, voire élevées. Donc moi, j'essaie de faire le point aussi avec cette question de lui, il n'arrive pas à tenir potentiellement ses objectifs ou ses engagements. On en parle beaucoup ici, mais c'est toujours de pouvoir se donner des objectifs les plus petits possibles et réalisables. Ça, je le répète à chaque fois, mais je pense que c'est important, et de pouvoir vraiment être sûr de se dire, ok, on se met ça comme objectif, peut-être qu'on peut se donner encore moins pour être sûr que tu puisses y arriver, en fait. Et je me dis que ça peut être frustrant pour toi parce que tu donnes déjà beaucoup, mais parfois, vaut mieux avoir un tout petit truc qui est réalisé vraiment de façon pérenne qu'avoir un gros truc qui n'est pas fait. Enfin, c'est peut-être pas le cas dans ta situation à toi, mais de pouvoir le répéter aux auditeurs, parce que je vois que vous avez déjà fait beaucoup de choses, mais d'avoir ça vraiment en tête, toujours pouvoir se dire quel est le plus petit objectif possible qu'on peut réaliser, et quand on se donne un objectif, de pouvoir aussi faire une analyse à plus long terme, en fait, parce que c'est une nouvelle habitude, un nouveau rituel, de pouvoir faire un bilan au bout de 3 semaines, 4 semaines, dire écoute, alors t'en es où toi avec cet objectif? Écoute, je m'en sors, ou c'est compliqué, ou ça va pas, ok, comment t'envisages pour la suite, de pouvoir aussi faire des bilans et de dire, par exemple, toi, avec la gestion un peu d'un ménage un peu moins propre, ou de vivre un petit peu avec un peu plus de bazar, est-ce que c'est gérable pour toi ou non, c'est pas gérable, de pouvoir faire aussi des boucles de rétroaction sur les engagements qu'on a pu prendre. Parce que c'est difficile de mettre en place de nouvelles routines et de nouveaux engagements, donc je me dis que ça peut être bien de faire des points. Et il y a autre chose, quand tu parles du linge sale à côté de la panière, je me dis ça fait typiquement aussi comme les ados, c'est que parfois c'est difficile de mettre en place des choses en fait quand on a l'impression que ça n'a pas de sens pour nous.
Je repense à des couples, parfois elle me dit, elle me demande ça, ma femme, mais en fait pour moi ça n'a pas de sens en fait. Rincer la vaisselle avant de la mettre dans l'évier, avant de la mettre dans la vaisselle, je vois pas l'intérêt, ça a pas de sens pour moi. Et parfois en fait c'est très difficile pour l'autre de mettre en place des choses qui pour lui en fait se dit, c'est ridicule, ça a pas de sens. Donc peut-être pouvoir expliquer, pour donner du sens à l'autre sur quel est l'intérêt que ça peut avoir, ou je me dis aussi accepter de se dire ça a pas de sens pour lui, quelle tâche peut lui demander, qu'est-ce qu'il peut faire de plus dans un domaine où ça a du sens pour lui. Par exemple, aller chercher ses enfants à l'école, ça a du sens pour lui. Peut-être leur préparer le goûter pour les emmener, ça a du sens pour lui. Leur lire l'histoire le soir, ça a peut-être du sens pour lui. Donc peut-être aussi répartir dans des choses, se dire ok, en fait pour lui, j'en sais rien, trier de linge par couleur, il trouve ça ridicule, si ça décolore, tant pis, ça fait pas sens. C'est moi qui fais les machines. Mais on va trouver quelque chose qui soit plus réaliste par rapport à sa façon de penser et de fonctionner. Je me dis ça peut être une piste aussi de réflexion. Tu parlais aussi des qui pouvaient s'investir dans des choses où tu te dis mince, il a du temps pour tapisser l'entrée mais pas pour faire les corvées. Et parfois, j'ai vu ça aussi dans des couples que j'accompagne. Ceci, ça repose, tu parlais de tes propres croyances, mais de pouvoir questionner aussi ses propres croyances à lui. En fait, sur sa propre vision, ça rejoint un petit peu avec cette question du sens, mais sur sa vision de c'est quoi être un bon père et c'est quoi être un bon compagnon. Et ça se trouve, lui, dans son référentiel à lui, de ses croyances, de ce qui fait sens, c'est, j'en sais rien, entretenir la maison, travailler assidûment et rapporter un bon salaire, et qu'en fait, à chaque fois, il essaye de mettre de l'énergie parce qu'il voit que tu lui demandes des choses pour faire le ménage, mais lui, dans la façon dont il s'est construit dans son éducation ou sa famille ou ses référentiels de valeurs, il se dit, mais pour être un bon mari et un bon père, je dois bricoler, réparer, faire ceci ou cela. Et c'est peut-être ça aussi que tu dois questionner pour voir pour lui c'est quoi être un bon compagnon, comment ça se passe pour lui. Je repense à un patient, pour lui c'était de faire des investissements financiers aussi, de pouvoir gérer au mieux, et ça lui prenait vachement de temps alors que sa femme elle s'en fichait mais pour lui c'était hyper important. Donc peut-être pouvoir aussi re-questionner ça tous les deux et de voir comment ça pourrait vous pourriez vous croiser dans vos référentiels en fait pour pouvoir faire un pas l'un vers l'autre. L'autre point que je trouvais intéressant, c'est la question des ressources. Parce que si tu as conclu en disant, en même temps, on est crevé, il a un rythme de dingue, et moi aussi, je suis crevée. Et je me dis, est-ce que vous avez aussi pu grandir? Je t'en ai pas parlé, je sais pas si vous êtes isolé ou non, mais questionner les ressources externes qui peuvent être possibles pour vous. En fait, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider? Est-ce que c'est possible d'avoir même une jeune fille qui vient vous aider à la maison le soir? Parce que un des grands piliers aussi pour que ça puisse aller mieux et pour qu'on puisse s'investir mieux et pouvoir s'engager plus sereinement, c'est aussi être moins fatigué et être plus serein. Peut-être que ça vaut le coup qu'ils travaillent autant, parce que peut-être que vous pouvez prendre une petite jeune le soir qui peut vous aider. Après, il y a des aides parfois possibles quand on a des enfants de moins de 3 ans qui sont méconnus. Donc, ça vaut le coup aussi de se renseigner sur ça. Mais je pense que c'est important. Un des premiers leviers, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre fatigue? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aussi avoir un sommeil de qualité, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir retrouver du repos, pour que ce soit plus serein? Parce que déjà, quand on se sent mieux dans son corps physiquement, juste d'un point de vue somatique, ça aidera pour la suite. Et là, je me dis que ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a des parents, vos parents à vous, ou des jeunes qui pourraient vous aider un peu? Est-ce que ça serait possible financièrement et d'un point de vue logistique, mais de pouvoir même en discuter avec lui, dire ok, moi je suis ok que tu travailles autant. En fait, c'est pas au détriment de moi en fait. Et en fait, ça me touche beaucoup quand tu dis ça parce que je trouve que c'est une question que je m'étais pas du tout mise en lumière avant d'être maman, mais c'est toujours, on se rend compte que c'est vite la femme qui prend la charge de tout à la maison et où sa carrière, elle est mise un peu entre parenthèses. Et comme tu l'as dit, en fait, si c'est choisi, c'est cool, c'est ok. Mais quand c'est pas choisi, en fait, ça devrait pas arriver. Et ça nécessite aussi une discussion, de pouvoir dire, en fait, là, c'est pas la vie que j'ai imaginée, c'est pas la façon dont je me projette. Donc c'est ok que tu travailles autant, mais ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à une solution pour pouvoir aussi gérer davantage, avoir de l'aide à la maison, pour pouvoir faire quelque chose pour que moi aussi je puisse m'investir dans ce qui me tient à cœur. Parce que mon épanouissement aussi, il est aussi indépendant de mon épanouissement professionnel. Donc je me dis que ça peut être important. Et je trouvais ça intéressant là que tu puisses aussi repérer, tu l'as dit là, tes mécanismes de défense à toi qui étaient la fuite, où je suis forte, je peux tout faire toute seule, et en même temps j'étais hyper touchée quand tu disais ça, parce que je me dis ça doit être épuisant en fait de jongler comme ça, de se dire dans quoi je suis, bon je fais comme si de rien n'était,
Et peut-être de pouvoir parler de ça avec lui, de tes propres mécanismes, à toi de dire, mais en fait, là, soit je suis dans la fuite, soit je me mets en surfemme pour pouvoir tout tenir, mais en fait, ça va pas être tenable concrètement dans la durée. Donc, faut qu'on se fasse aider, soit, par message, tu nous as dit qu'il n'était pas chaud pour se faire accompagner, mais ça peut être un médiateur familial aussi, mais ou même juste de l'aide déjà logistique externe, je pense que ça peut être pas mal. Je repense juste là à quelque chose que j'ai pas dit par rapport à ce qui faisait sens ou non et vos décalages d'exigence. Je me dis parfois ça peut être intéressant de faire un test et de se dire bon ok, par exemple cette pièce-là, on la range à ta manière, je m'en occupe pas. Parce que tu parlais justement, j'accepte le bazar. Peut-être parfois aussi de pouvoir scinder dans votre environnement un endroit où c'est fait à sa façon et des endroits où c'est fait à ta façon. Ça peut permettre aussi de mieux comprendre l'autre et de voir aussi que on peut s'en sortir, on peut vivre avec, mais sans que ça vienne totalement envahir ton espace parce que tu as pu nous dire que c'était horrible pour toi. Je pensais juste à cette petite possibilité en plus. Je me disais aussi par rapport à son entreprise, parce que tu sais, il a pu te dire que tu manquais d'empathie, tout ça. Je pense un peu même dans les rendez-vous que propose Swazik, là, ça peut être un rendez-vous autour de la création d'entreprise. Je me dis, je sais plus, t'as dit que ça faisait 2 ans, je crois qu'il avait créé son entreprise, et de pouvoir aussi faire le bilan. Au bout de 2 ans que tu as créé ton entreprise, je trouve que c'est bien qu'on fasse un bilan de comment tu te sens, toi. Est-ce que tu es content de ton retour sur investissement? Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? À quoi tu t'attendais? À quoi tu t'attendais pas? Et vous aussi, vous faites un bilan. À quoi vous vous attendiez? À quoi vous vous attendiez pas? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir? Et qu'est-ce qu'on envisage pour les 6 prochains mois? Mais je trouve que c'est des carrefours tellement importants quand on crée une entreprise. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est quelque chose aussi, quand on est un couple, quand on est une famille, qu'on le veuille ou non, ça se pense et ça se réfléchit en équipe et en couple. Donc, faut aussi faire le bilan en équipe et en couple et pas uniquement son bilan comptable de où on en est financièrement au niveau du budget. Et ça, je me dis que c'est important parce que aussi, c'est important de pouvoir le dire que là où il en est aujourd'hui dans son entreprise, c'est aussi grâce à votre énergie et votre investissement. Et donc, c'est un travail d'équipe, qu'il le veuille ou non. Donc, faut se faire aussi ce bilan en équipe. Et pouvoir aussi, là, comme je l'ai déjà dit, mais pouvoir évoquer ces routines que vous pouvez peut-être mettre en place par rapport à l'entreprise et évoquer ces craintes que ça se pérennise pas. En fait, je pense qu'il faut vraiment aller au bout de votre démarche sur vos peurs. En fait, je crois qu'il faut être très clair sur le fait que là, ce n'est plus possible pour vous et qu'il faut faire quelque chose parce que, en fait, quand je t'entendais, Marie, j'avais l'impression qu'il voyait pas le signal d'urgence, en fait. Et même si, comme elle l'a dit, Swazik, on sent que tu l'aimes et que tu as envie de bien faire, mais je crois peut-être qu'il se cache les choses ou je sais pas, mais je crois qu'il faut vraiment lui dire qu'il y a vraiment une urgence là. Parce que je crois que tu l'as pas dit de façon si claire, mais à demi-mot, on l'entend vraiment. Et je crois que ça, c'est important qu'il puisse l'entendre. Ce signal d'urgence qu'il y a aujourd'hui à faire quelque chose afin de retrouver un équilibre qui vous corresponde à tous les deux. Parce que c'est pas ça être un couple, c'est pas ça une famille. C'est peut-être que forcément, temporairement, il y a quelqu'un qui peut être en déficit par rapport à l'autre, mais c'est pas censé être une situation qui perdure dans la durée. Ça, c'est quelque chose de temporaire. Et après, il peut y avoir la balance ça peut être contrebalancé, mais ça ne peut pas durer de façon continue. Donc, je trouve que c'est important ce signal d'alarme. Merci beaucoup Marie-Lise. Moi, je voudrais rebondir. Ce qui m'est venu quand je t'écoutais, c'est Marie, ce tourbillon infernal dans lequel vous semblez être pris. Alors vous et je pense beaucoup de couples avec vos contraintes familiales, vos contraintes professionnelles, vos contraintes du quotidien. On sent vraiment qu'il y a un rythme que vous maîtrisez plus et que vous subissez énormément. Et le premier à en pâtir, évidemment, c'est déjà vous-même. Toi, on le sent, et votre relation de couple et peut-être probablement derrière vos enfants. C'est de pouvoir se dire, et ça, au cœur du couple, c'est vraiment un leitmotiv, c'est de dire vous avez le pouvoir sur votre histoire, sur votre couple. Quand vous allez mettre des mots sur ce qui va pas, et je me souviens quand on a échangé au début de nos messages, tu m'as dit oh là là, mais j'arrive quand même avec des questions qui sont très bas de gamme, avec la charge mentale, le quotidien, finalement ça va intéresser personne. Et là, on se rend compte en discutant avec toi, et après en écoutant Marie-Lise, qu'en fait cette problématique que vous viviez au quotidien, ces petits conflits qui deviennent des gros conflits sur vraiment de l'organisation, en fait il y a des choses beaucoup plus profondes derrière. Le manque de respect dont tu nous parles, le manque d'empathie dans lequel tu te sembles être par rapport à lui et qui ne te convient pas, bien évidemment. On sent vraiment qu'il y a des choses, ce manque d'épanouissement à 30 ans, cette vie dans laquelle tu es, dans laquelle tu ne t'imaginais pas et qui en soi quand même ne te convient pas, c'est quelque chose que tu subis. Donc t'es venu avec une petite chose et en fait on se rend compte que en dessous il y a des choses à travailler, mais
En fait, si on te dit ça, c'est pas pour te décourager ou vous décourager, c'est de vous dire que vous avez la main. Tu nous as appelé, t'es venu nous parler, c'est que t'as envie d'agir, mais vraiment. Je sais que tout le monde n'est pas toujours d'accord avec moi et avec nous, Marie-Lise, quand on dit ça, mais je pense que vraiment on a le pouvoir de changer les choses. Donc c'est sûr que ça nécessite que vous puissiez vous poser calmement, pouvoir mettre des mots sur ce que vous vivez, pouvoir le partager, pouvoir vous écouter l'un l'autre et de dire derrière, en fait, qu'est-ce qui nous convient pas et qu'est-ce qu'on va changer. Et même si c'est aller à reculons. Alors j'en parle, je dis pas ça pour ton compagnon, mais effectivement, on a monté une entreprise aujourd'hui, ça nous prend tout notre temps, je suis dans un tourbillon, je ne m'en sors pas, je m'use, je ne suis pas heureux. En fait, stop. Et qu'est-ce qu'on envisage d'autre derrière ça, j'ai pris un gros poste, mais je ne suis jamais à la maison, je suis pas là pour toi, je suis pas là pour les enfants, j'ai perdu la main sur tout ça. Ok, je m'éclate dans mon boulot, et encore, c'est beaucoup de pression, mais aujourd'hui, je ne suis plus présent pour vous. Comment est-ce qu'on peut dire stop? Vous voyez, ça peut être parfois des décisions très fortes et qui peuvent faire peur. Moi, j'ai vraiment envie de penser que, heureusement, qu'on a le pouvoir pour ça. Alors ça peut nécessiter aussi de se faire aider, bien évidemment, pour pas avoir l'impression de se jeter dans le vide, mais je pense que c'est toujours quelque chose qu'on peut faire. Et puis deux autres petites choses, c'est quand tu parlais, Marie-Lise, de ce qu'ils peuvent mettre en place justement pour un quotidien, pour dire toi qu'est-ce qui te plairait de faire, par exemple emmener les enfants à l'école, ça te plaît, et puis toi c'est vraiment cette idée, tu vois, on a une problématique, et ben on va avancer l'un vers l'autre, on va faire des petits pas l'un vers l'autre pour se rejoindre et pour arriver au milieu, se dire ok, là on est arrivé dans une situation, ok, tout ce que je fais ou tout ce que toi tu fais ne t'épanouit pas complètement, mais en fait on a trouvé ces petits trucs qui vont nous alléger l'un l'autre et qui vont moins nous coûter. C'est vraiment, tu vois, j'ai vraiment cette image, hop, on marche l'un vers l'autre et on va se retrouver. Et puis cette question, alors que je vous invite à tous vous poser ce week-end autour d'un petit verre, c'est quoi pour toi être aujourd'hui un bon compagnon pour moi? C'est quoi pour toi être un bon père de famille pour nos enfants? Tu vois, ça je pense que c'est une question qu'on peut se poser tous. Passionnant d'entendre la réponse de l'autre. Certainement peut-être surprenant, parce qu'on s'attendra peut-être pas à tout, mais passionnant. C'est quoi pour toi aujourd'hui être un bon amant pour moi? C'est quoi pour toi aujourd'hui être un bon compagnon de vie, être un bon mari? Passionnant, je trouve. Voilà, j'étais bavarde, mais tu vois comme quoi, Marie, ton sujet fait beaucoup parler. Est-ce que tu veux bien nous dire, voilà, comment toi tu as accueilli ce qu'on a pu échanger avec toi? Oui, alors déjà, merci beaucoup parce que c'est des pistes qui me parlent beaucoup. Effectivement, il y en a qu'on a tenté d'esquisser, d'autres pas du tout pour l'instant. C'est vrai que je pense à vous entendre toutes deux. En fait, on a une forme de stratégie long terme et court terme. C'est-à-dire que je crois que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de bâtir ça plutôt pour du long terme. En fait, il a créé son entreprise pour être plus présent au quotidien avec nous quand ça ira bien, et là, c'est compliqué. Et moi, c'est un peu pareil. Mon projet de reconversion professionnelle, c'est un projet qui me permettrait à terme d'avoir plus de temps avec lui et avec les enfants. Et donc là, c'est déjà un peu ce court terme, quoi, qui est pas facile à gérer. Et je dirais que la difficulté qu'on a par rapport à ça, c'est que notre court terme, il est assez précarisant. Moi, mon compagnon, il n'arrive pas toujours à sortir un salaire, donc c'est pas payé du mois dernier encore, et de la moitié du mois encore d'avant. Et du coup, toutes les aides dont on bénéficie pour nos enfants, on s'en sert pour nos déplacements professionnels, parce qu'il est en horaire atypique et moi, j'ai souvent des déplacements pro. Et voilà, après lui, il n'a pas de parents, donc je sais que c'est le cas de beaucoup de couples, mais on n'a pas trop d'aide de ce côté-là. Et moi, tant que les enfants ont moins de 2 ans, ils sont pas très soutenants. Je sais que ça ira mieux quand ma petite aura 2 ans, c'est plus facile pour eux. Donc voilà, on sait que c'est aussi une période un peu difficile pour ça, où on a du mal à mettre de côté, même si effectivement on a eu à un moment donné une aide et ça nous a énormément aidé. Effectivement, ça a vraiment allégé beaucoup de choses dans le couple. Non, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de discussions qu'il faut qu'on ait autour de tout ça. Moi, ça me parle la question de qu'est-ce qu'un bon compagnon, parce qu'effectivement on en a parlé et je sais bien qu'on n'est pas sur le même référentiel. Donc d'essayer de faire un pas l'un vers l'autre et d'essayer de davantage se parler de ce que ça crée en nous et de refaire des points réguliers. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette chose-là pour être dans une logique des petits pas et de vraiment écouter le ressenti à faire. Alors voilà, après il faut trouver le moment de faire ça, il faut qu'on arrive à se l'octroyer, mais ça me paraît essentiel, ouais. Ouais, ça paraît même vital aujourd'hui quand on t'entend. Moi, Marie-Lise, je voudrais bien que tu complètes ce que je vais dire, que tu rebondisses ou que tu contredises d'ailleurs. Mais quand Marie nous parle en disant
aujourd'hui, on est dans une période difficile parce que il a fait ce choix de monter son entreprise, parce que il regarde vers l'avant et en fait, il mise sur l'avenir en se disant tout ce temps que je donne aujourd'hui dans cette entreprise, c'est pour que derrière ça me rapporte, alors aussi bien peut-être financièrement qu'en temps et qu'en qualité de vie. Tu vois, ça on l'entend, mais je pense que attention à se dire que à quel moment en fait on a une deadline et jusqu'à quand est-ce qu'on s'autorise ce rythme infernal, et à quel moment on se dira en fait c'est plus possible parce qu'on s'use trop. Tu vois Marie, en fait évidemment que il y a des périodes comme ça qui sont nécessaires quand on veut avancer, notamment quand même professionnellement généralement. Déjà il faut s'y préparer, il faut se le dire, il faut que les deux l'aient accepté. Il faut que dans cette période difficile, le couple puisse s'y retrouver et fasse quand même équipe. En fait, quand pouvoir avoir l'honnêteté de se dire déjà c'est pour un temps donné, et si on s'use trop, si le couple suce trop, si individuellement on suce trop, en fait on dit stop. Parce que là, ok, peut-être que ton entreprise dans 3, 4, 5, 6 ans, elle va être hyper florissante. Mais notre couple, peut-être que de ça, de cette parenthèse, de ce, tu vois, on ne pourra pas s'en remettre vraiment. Donc où sont aussi nos priorités? Non, je suis d'accord avec toi, Swazik, que moi j'en vois beaucoup, où je vois, c'est souvent l'homme, il construit la maison et en même temps il lance les enfants. Donc au final, pendant les 2 premières années, il se voit même plus et ça finit mal. C'est dangereux en fait. Je me dis le temps qu'on perd, on peut pas forcément le rattraper. Et d'où l'importance, comme tu l'as dit, Marie, où ça te parlait de faire des points réguliers, de se dire, ok, comme tu l'as dit, on est ok pour 6 mois là où c'est compliqué, et on fait le point au bout de 6 mois de où on en est, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est négociable, non négociable en fait. C'est aussi être d'accord sur se dire qu'il y a des choses qui sont non négociables, ne pas pouvoir se voir ou ne pas pouvoir dormir ou j'en sais rien, c'est non négociable pour notre couple et pour notre histoire. Et tant pis. Et il y a aussi cet aspect où tu l'as dit, c'est difficile pour beaucoup, c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte, c'est de renoncer à quelque chose quand on est déjà engagé, que ce soit un projet pro ou j'en sais rien, par exemple un projet d'enfant, des gens qui sont en PMA où parfois ça peut être compliqué de s'arrêter, ça peut créer aussi des tensions dans le couple, mais de pouvoir justement entourer ça par l'amour en fait, de se dire peu importe ce qui se passe, mais ce qui est important c'est notre lien et notre amour, parce que c'est ça la base de tout et c'est ça qui va nous porter, qui va nous permettre de continuer. J'ai des frissons à t'entendre, Marie-Lise. Je trouve que c'est tellement, tu vois, des essentiels que... Marie, comment est-ce que tu reçois ce qu'on te dit là? Mais c'est exactement les questions que je me pose en ce moment. Enfin, je ne cache pas que c'est une période facile, parce que forcément, ces projets professionnels, c'est quelque chose, moi, qui m'occupe beaucoup pour ces raisons-là. Moi, je me fais accompagner par ailleurs par une psychologue pour au moins faire le clair, moi, avec ce que je pense, pour que ce qui est de l'ordre de mon histoire personnelle, de mes traits, ne rejaillissent pas sur les enfants, le couple. Enfin, je sais que c'est une période qui est assez déstabilisante, donc j'essaye de faire la part des choses. Moi, je regrette un peu qu'ils ferment la porte à une médiation de couple, parce que je vois quand même je crois que ces soucis-là sont tellement récurrents qu'aujourd'hui, on a quand même du mal à en parler sereinement. Donc, je réessayerai, mais moi, je sens que ça m'aiderait d'avoir une personne qui puisse faire le lien pour aussi... qui m'aide à le comprendre lui, parce que c'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement. Enfin, culturellement, c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur ses émotions, sur ses souhaits, sur ce qu'il vit. C'est quelqu'un de très fort qui prend beaucoup sur lui et qui clairement se pense, je pense, comme un super homme, super au sens vraiment de super pouvoir, quoi. Parce que voilà, il lâche pas, et je pense que c'est aussi son moyen à lui d'avancer dans la vie, parce que sinon ce serait trop dur. Il s'est bâti cette carapace. Mais ça rend la discussion pas forcément facile. C'est pas facile pour lui d'être vulnérable, je pense. Moi, toute seule, amener ça, c'est pas évident. Alors, est-ce que Marie-Lise, tu pourrais aider Marie? On imagine qu'ils vont écouter tous les deux ce podcast. Est-ce que tu peux t'adresser à lui? Et puis, je pense à beaucoup d'hommes qui ont peut-être ce podcast entre les mains, qui sont réfractaires à cette démarche d'aller se faire aider par un professionnel. En quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour essayer de les faire avancer? Moi, en fait, c'est juste, j'ai envie de dire aussi aux compagnes, aux femmes, en fait, c'est qu'à chaque fois, ils me viennent en me disant, non, mais il parle pas, c'est difficile pour lui de parler. Et en fait, pendant l'entretien, c'est hyper fluide, l'homme il parle hyper facilement, ça se passe bien. Même eux, en fait, ils sont impressionnés par leur capacité à élaborer. Je crois qu'en fait aussi, il faut se dire que souvent les hommes, on leur a pas laissé la place pour pouvoir exprimer tout ça, et c'est compliqué de s'autoriser à faire différemment. Et il peut vraiment se passer des choses merveilleuses dans un cabinet avec une personne de confiance. Et moi, j'y crois vraiment, en fait. Et je le vois tous les jours. Et c'est hyper chouette. Ça fait partie des petites pépites de mon métier, j'ai envie de dire. Et quels sont les mots que Marie, tu vois, peut dire à son compagnon pour qu'il ait le déclic et qu'il accepte?
Après, c'est compliqué, hein. Elle l'a déjà essayé, mais je me dis, en fait, c'est aussi ce qu'on a pu dire avec ce signal d'urgence, de pouvoir lui dire, en fait, j'ai pas d'autre solution que ça. Aujourd'hui, je vois que ça comme solution. Et en fait, s'il entend ça, qu'il y a ce signal d'urgence, il pourra aussi le comprendre. Pouvoir dire, enfin, je vois pas d'autre solution. On a essayé de faire ça ensemble. T'as essayé de mettre des choses en place. Tu les as tenues, mais temporairement. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est épuisés tous les deux. Il y a ce signal d'alarme, là. Moi, j'ai envie de t'aimer correctement, si je puis dire, au bon niveau. Et j'ai pas envie qu'on se déchire. Et c'est la seule solution que je vois là. Mais je crois qu'il faut peut-être qu'il entende la gravité de la situation pour pouvoir se saisir d'un accompagnement. Marie, est-ce que tu imagines pouvoir écouter cet épisode avec lui? Un peu comme un déclencheur? Eh bien, ouais, il faudrait. Là, il a essayé de rentrer. Forcément, je lui parle du podcast, donc il va m'interroger et on va en discuter. Voilà, après, je sais un peu lui, mais ça revient un peu à ce qu'on s'est dit. Il a l'impression déjà de faire beaucoup, de bien faire. Donc, à chaque fois qu'on amène cette discussion, en fait, on a tellement enlisé du conflit que lui se sent tout de suite incriminé sur la défensive. Donc, effectivement, d'avoir le podcast et d'avoir vos paroles à vous, qui le comprenez aussi, je pense que ça peut aider à dézoomer un petit peu notre situation et à mettre un peu de communication là-dedans, ouais, j'espère. Ouais. Ça peut être un acte fort, c'est sûr, qui peut faire peur parce que tu connaîtras pas ses réactions. Mais là, est-ce que c'est pas ce dont vous avez besoin, tu vois, d'acter fortement les choses et de donner un énorme coup de poing dans votre quotidien aujourd'hui pour dire allez, il faut qu'on sorte de ça et ben voilà, on fait pas les choses à moitié. Et oui, c'est pas facile que tu m'écoutes comme ça parler de notre vie avec Marie-Lise Soisic, mais voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui en tout cas pour te faire réagir, nous faire réagir. Parce que je t'aime et parce que j'ai envie de continuer d'avancer avec toi. Oui, c'est une bonne approche. Merci beaucoup Marie. Surtout viens nous donner de vos nouvelles à tous les deux. C'est important pour nous. Merci beaucoup Marie-Lise. Épisode, je crois qu'on peut dire passionnant et qui va toucher, je pense énormément de coups. Donc merci d'avoir pris ce temps avec tous nos auditeurs aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité. J'ai lu dans un article concernant les podcasts qu'il fallait demander à ses auditeurs, c'était alors des étoiles c'est chouette, des avis c'est bien, mais ce qui est encore mieux c'est de vous abonner à notre podcast. Donc vous finissez cet épisode. Et puis pour nous encourager, pour nous dire merci, pour nous féliciter, s'il vous plaît, eh bien un petit abonnement à notre podcast, ça vous coûte rien, ça sera pas gênant pour vous, vous serez juste informés de toutes les sorties de nos épisodes et nous ça nous aide à monter encore un petit peu plus haut. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et puis bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.